Le travail est partout, et il règne en maître. Trop souvent, c'est à notre travail que l'on mesure notre valeur. C'est dur de trouver les frontières parfois du travail. Enfin, quand on fait un travail comme travail passion, je sais pas, ça peut être dans l'art, mais ça peut être dans autre chose aussi. Ça peut vite devenir un peu dévorant. Que l'on soit seul à son bureau à la maison ou en équipe, la façon dont nous voulons travailler doit-elle être repensée. Il s'agit de l'individu au sein du collectif, le singulier et le pluriel. Nous devons veiller à ce que chacun puisse mettre à profit son potentiel, pour ainsi dire. Et surtout, est-ce que le travail doit toujours être épuisant? Quand je travaille, j'essaie toujours de faire en sorte que cela ne ressemble en rien à du travail. Chacun à sa façon cherche à trouver du sens à son travail. J'ai appris par d'autres musiciens que des gens avaient dit « Oui, j'aimerais bien faire comme Black Sidahu, parce que ça me permettrait de travailler beaucoup moins. » Lorsque je l'ai appris, par des voix détournées, j'ai juste ri et j'ai pensé « Comment peuvent-ils être aussi ignorants de la réalité de notre groupe ?» Depuis 13 ans, Black Sidahu vit principalement de ses concerts. Les membres du groupe et les techniciens sont à part égale. Ils vivent à Zurich, une ville où l'argent et les affaires règnent. On a fait ça dans l'ordre. On travaille sur les nouvelles chansons. L'album devrait sortir en février. Komm, lass es doch einfach mal laufen und ich habe das Gefühl, wenn es mega... Le groupe composé de 5 membres s'est formé autour de la chanteuse Janine Catrain. Au départ, simple projet entre famille et amis, c'est aujourd'hui l'un des groupes indie folk les plus connus de Suisse. Et pourtant, financièrement, ils arrivent à peine à joindre les deux bouts. Quand tu montes un groupe, il faut avoir un peu l'esprit d'entreprise. Si par exemple nous devenons insolvables en milieu d'année parce que nous devons payer un bus de tournée qui coûte 60 000 € pour 5 semaines, ça fait beaucoup d'argent en moins sur le compte. D'un seul coup, ou disons qu'en 3 versements, il n'y en a plus. Mais là, on doit se dire, bon, notre album va sortir en février. Il y a énormément de dépenses à l'avance, mais ça s'amortira au cours des 10 prochaines années. Et ce n'est pas forcément la façon de penser des musiciens. Près de 400 000 personnes écoutent leur musique chaque mois sur Spotify. In Case I Fall For You est sorti en 2018. Il est donc en streaming depuis assez longtemps. Il compte aujourd'hui près de 23 millions de streams. C'est notre chanson la plus écoutée. La deuxième est Take Stock of What I Have, avec 7,6 millions de streams. Suivi de Glue, avec 6,2 millions de streams sur Spotify. Mais le streaming leur rapporte en moyenne à peine 3 500 € par mois avant impôt. Alors, divisé par 5... il faut trouver d'autres sources de revenus pour s'affranchir du streaming et des grandes maisons de disques. C'est dans l'ancien atelier de leur père que le groupe devient un collectif de travail. Ils y stockent leurs articles promotionnels. La guitariste Vera, sœur aînée de Janine, est la responsable de l'entrepôt.
C'est l'atelier de notre père qui est malheureusement mort il y a 3 ans, très soudainement, d'une crise cardiaque. Et il était clair pour nous que nous ne pouvions pas abandonner cet atelier, car nous l'utilisons depuis très très longtemps pour coudre, bricoler, etc. Leur père était architecte d'intérieur et artisan d'art. Elle perpétue cet héritage. Nous essayons simplement d'avoir quelque chose qui soit pour tout le monde, quelque chose de simple, qui ne soit pas trop voyant, sans le logo Black Sea Dahu en gros caractères. Les recueils de chansons doivent être stockés quelque part. Ils sont produits juste au coin de la rue. Les disques. Je passe beaucoup plus de temps à travailler sur les produits dérivés qu'à faire de la musique. J'aimerais mieux que ce soit l'inverse. Peut-être que ça le sera un jour. Bref, je suis en train de déléguer des tâches. Avant, on sérigraphiait tout nous-mêmes. Maintenant, nous n'en faisons plus qu'un quart. Commander, emballer, déballer, expédier, concevoir, créer, parfois même produire soi-même, par exemple les sacs sur la vieille machine à coudre de papa. Après la production, il faut vendre. Il y a des vendeurs qui restent après le concert pour vendre les produits dérivés du groupe. Mais quand Vera est derrière le stand, avec Pascal ou moi, pas tellement moi. Moi, je m'en vais parce qu'ils veulent absolument discuter avec moi et on vend moins. Mais quand Vera est là, ou quelqu'un d'autre, les ventes augmentent considérablement. Vraiment, elles augmentent beaucoup. C'est incroyable. C'est un vrai atout. Et on ne s'en rend compte qu'une fois qu'on l'a fait. Les ventes de produits dérivés constituent désormais la deuxième source de revenus du groupe. Une pub pour les nouveaux tatouages adhésifs. Ils gèrent et alimentent eux-mêmes leur compte sur les réseaux sociaux. Le jour où nous sortons un single, ce jour-là, je passe en fait 6 à 8 heures dessus. Je réalise une vidéo le matin, une autre l'après-midi, et je réponds aux commentaires toute la journée, afin que l'algorithme se mette en marche et que le single soit beaucoup vu et partagé. Tout faire ensemble, ne reculer devant aucun travail, même si c'est parfois trop. Black Sea Dahu relève ce défi. Nous ne dépendons pas d'un label qui nous imposerait un contrat de 40 ans, ou 4 albums, ou qui exigerait au moins 5 chansons qui marchent bien, sous peine d'être virées. Quand on doit tellement travailler pour un groupe qu'on ne peut pas toucher un instrument pendant 3 semaines, on se demande parfois s'il ne valait pas mieux travailler dans un restaurant. Mais je vais te dire, ce n'est pas vrai. C'est le métier de mes rêves. Je sais que je peux faire de la magie avec la musique. Je peux changer énormément de choses. J'en suis convaincue. Organiser son travail de manière autonome et créative ou travailler dans le domaine artistique est un privilège, une exception radicale. Car dans le monde, la plus grande majorité des gens travaillent pour vivre. We need to annotate everything. We need to annotate people, we need to annotate vehicles, we annotate the road, even the road markings. We annotate everything.
even vegetation and buildings, even the sky. We need to annotate everything. Segmenter et étiqueter image par image, passer des heures seul à la maison en face d'un ordinateur pour gagner une misère, l'artiste français Nicolas Gouraud rend visible dans un film le travail monotone des travailleurs du clic. Ouais, pour moi, la chose la plus importante dans le travail que je fais, c'est que ça me permet en fait un peu d'assouvir ma curiosité. Donc en fait, c'est, je trouve, ce que je trouve intéressant, excitant en fait dans le fait de faire des films, c'est de découvrir des nouveaux sujets. Ici, les travailleurs du clic se frayent un chemin à travers les images et les scénarios de circulation venus des États-Unis, des boulevards, des avenues commerçantes, des mondes qui sont hors de leur portée, car eux-mêmes sont situés au Venezuela ou au Congo, souvent dans des zones rurales. Et c'est de là, à distance, qu'ils éduquent les systèmes d'intelligence artificielle de l'Occident. Le point de départ de cette exploration artistique du micro-travail numérique, c'est un événement tragique, traité dans le court-métrage documentaire VO. 2018, le parcours test d'un robot taxi Uber. On suit le travail d'un VO, opérateur de véhicule, un testeur de véhicules automatiques. La conductrice fait confiance à l'IA et regarde Netflix sur son téléphone. Il fait sombre. Une femme traverse la rue devant elle sur son vélo. Et donc, quand j'ai fait mes recherches sur cet accident, il y avait beaucoup de causes en fait qui ont amené à l'accident. Et une des raisons que je n'ai pas pu développer à l'époque, c'est que l'algorithme en fait de la voiture n'a pas pu détecter la personne qui traversait en fait au milieu de la route parce que cette personne ne traversait pas sur un passage piéton. Et voici ce que voit la voiture. Je me suis renseigné sur la manière dont étaient entraînés en fait les algorithmes de vision des voitures autonomes. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai découvert le rôle des micro-travailleurs qui entraînent donc beaucoup de types d'IA différents, mais aussi les voitures autonomes. Les yeux des ouvriers du clic nourrissent les logiciels des automobiles. La qualité de développement de l'IA dépend de leur travail. La perspective d'un monde entièrement automatisé dans l'avenir ne serait pas possible sans eux. Au-delà même de la voiture autonome, le processus de travail sur ces plateformes-là, il est aliénant dans ce sens-là aussi, où même le nom des clients, par exemple, n'est pas connu, c'est des noms de code. L'objectif de la tâche n'est pas connu, donc il y a quelque chose de vraiment... chaque tâche est micro et parcellaire, et donc c'est très compliqué d'avoir, comme on dit en anglais, la bigger picture. Leur environnement de travail suit les règles et les besoins de l'Occident. Ils doivent accomplir le travail stupide que nous aimerions tant confier entièrement à l'IA, le comble du néocolonialisme. La motivation de base, c'était de montrer tout ce système-là. Donc, c'était de montrer l'espèce de cynisme qu'il peut y avoir entre et la très grande inégalité qui fait que s'augmenter dans notre société actuellement entre des technologies qui sont futuristes et qui donnent l'impression de sortir d'un roman de science-fiction et les nécessités matérielles en fait pour le développement de cette technologie qui sont elles qui renvoient au siècle passé, voire des moments beaucoup plus anciens. Voici à quoi ressemble le bureau d'un travailleur du clic. In Their Eyes est un mélange d'animation et de documentaire réalisé en utilisant une approche image par image, couche par couche, qui a constitué pour Nicolas Gouraud un défi particulier. C'était la plus grosse question du projet. C'était un gros questionnement éthique en fait du début à la fin, à savoir que je parle d'un système dont je fais partie et je parle d'une asymétrie et d'une inégalité dont, alors je bénéficie pas parce que j'utilise pas les voitures autonomes, mais en tout cas à d'autres échelles, je participe de cette asymétrie de richesse, de pouvoir, etc.
Merci beaucoup pour l'entretien. Je vais y aller, je dois travailler un peu avant de partir demain. Et merci beaucoup pour l'entretien, c'est très intéressant et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Quittons nos bureaux solitaires. Découvrons les espaces de travail avant-gardistes du Grand Nord, à Oslo. Nous aménageons nos espaces comme nos rapports de travail. Et ici, dans le cabinet d'architecte Snøhetta, on conçoit des espaces pour des gens du monde entier, sans pour autant se prendre pour des stars. Ici, il n'y a pas de stars. L'architecture, les processus sont au centre, pas les individus. C'est une différence très importante par rapport à d'autres cabinets d'architecture plus traditionnels. Ici, Jette Hopp n'est pas non plus la star, mais seulement la directrice des nouveaux projets. Nous sommes tous des stars. Depuis plus de 30 ans, nous avons emprunté le nom de la montagne Snøhetta. Pour nous, Snøhetta, c'est un lieu dont personne n'est originaire, mais où tout le monde peut se rendre. Cela en dit long sur notre ADN et notre identité. Nous n'avons pas donné à notre bureau le nom d'une personne, mais celui d'un élément du paysage. Parce que nous considérons l'architecture comme un paysage construit que chacun peut, pour ainsi dire, s'approprier. Les bâtiments qui voient ainsi le jour sont tous très spectaculaires. Qu'il s'agisse d'un restaurant sous-marin sur la côte sauvage norvégienne ou du siège social du groupe de presse Le Monde au cœur de Paris. Mais c'est devant sa propre porte que Snøhetta a réalisé son plus grand coup. Depuis longtemps, l'opéra avec son toit accessible est le lieu le plus visité d'Oslo. Pas un repère de la haute société, mais un lieu de rencontre pour le monde entier. Si nous voulons créer des espaces généreux à l'extérieur, nous devons être généreux les uns envers les autres à l'intérieur. C'est pourquoi la façon dont une organisation vit et est perçue se reflète également dans ce que nous créons à l'extérieur. Ce rapport entre les deux est important. La semaine commence au son de la cloche à 9h30 précise, comme tous les lundis. Tout le monde se retrouve au centre du studio. Avancement des projets, difficultés, nouvelles commandes, actualités des autres studios de New York, Paris ou Adélaïde. Ceux qui ont des nouvelles de dernière minute les partagent avec les autres. Tout le monde doit être au courant de tout. Sans cette transparence, pas de créativité. Nous n'organisons pas la créativité, mais nous organisons des conditions cadres autour de la créativité. Il s'agit d'une part de concevoir et de structurer les processus. Ça, c'est une condition cadre. Et bien sûr, il s'agit avant tout de la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. Il faut d'abord instaurer un climat de confiance afin que chacun ose prendre la parole et apporter sa contribution, quelle que soit sa position dans l'organisation. Car nous sommes convaincus que chaque voix a la même valeur. Parfois, des idées tout à fait inattendues peuvent changer le cours des choses et créer un élan capable de faire jaillir une étincelle. Jette Hopp, directrice du développement commercial, n'a donc pas de loge à son nom. Son bureau se trouve à l'orchestre, comme celui de tous les autres. Et chez Snøhetta, ils sont proches les uns des autres. Le télétravail n'est plus d'actualité ici. Nous dépendons du fait que les gens se réunissent dans une même pièce pour que l'imprévu puisse se produire. De ce fait, tout le monde est présent à 100%. Les petits bavardages entre deux activités sont non seulement indispensables sur le plan humain, mais aussi irremplaçables en tant que partie intégrante de la performance créative. La cuisine au bureau, manger ensemble avec tout le monde assis à de longues tables, plutôt que de télétravailler tout seul chez soi. Ce modèle pourrait-il servir d'exemple ? À quoi ressemblera le monde du travail de demain? On constate qu'il y a un désir de sortir de l'isolement pour se retrouver en communauté, dans un lieu de rencontre, un lieu d'échanges sociaux, où l'on peut aussi créer quelque chose ensemble. C'est pourquoi je pense que le monde du travail, le bureau au sens classique du terme, ne perdra pas de son importance. Il prendra peut-être une autre valeur, y compris dans la vie quotidienne. Mais je pense que le bureau en tant que lieu social
original restera. Cet immeuble de bureaux et d'habitation situé à la périphérie d'Oslo existe déjà. Une autre préoccupation centrale de Snøhetta s'est concrétisée ici, la neutralité climatique. On a utilisé peu de béton, mais beaucoup de bois provenant de la région, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le chauffage est assuré par la géothermie, le refroidissement par une ventilation passive. Pour favoriser le climat de travail, des espaces de retraite sont disponibles, tout comme des espaces communs. Tout a été planifié dans les moindres détails, dès le début, dans le cadre de discussions ouvertes avec le commanditaire et avec ceux qui travaillent ici. J'adore travailler ici. Je pense que c'est le meilleur endroit où j'ai jamais travaillé. À cause de l'ambiance qui y règne, de l'atmosphère, grâce à l'acoustique et au design, à la lumière et aux grandes fenêtres. Donc oui, je trouve que cet espace est merveilleux pour travailler. Un bon travail grâce à de bons espaces, et de bons espaces grâce à un bon travail. Un rêve? Peut-être. Mais Jette Hoop fait tout son possible pour le réaliser. Et la façon dont nous aménageons nos espaces reflète la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. En tout cas, je dirais que la principale force motrice, c'est clairement d'y croire. Et personnellement, je suis absolument convaincue que nous pouvons contribuer de manière positive aux changements sociétaux à travers notre action dans le domaine de l'espace bâti. Une ouverture que l'on bâtit. Est-ce vraiment possible? En se promenant sur les larges rampes du toit de l'Opéra d'Oslo, on serait tenté de répondre par l'affirmative. Pour moi, c'est un peu le fondement même de notre action. Il existe des exemples concrets qui montrent comment garantir l'accessibilité, comment créer des lieux où les gens peuvent se rencontrer à égalité. Des rencontres à égalité. Pas seulement sur le toit de l'Opéra d'Oslo, mais aussi au travail. Ne serait-ce pas là le meilleur des mondes du travail? Pour Heike Geisler, parcourir le monde à pied, c'est la meilleure partie du job. Mais il y a aussi son esprit qui tourne à plein régime pour son travail acharné contre ce monde du travail. Elle a dû se battre pour se tirer d'un burn-out. Cher monde du travail, toi et tes engrenages, ta concordance parfaite avec le système économique dominant, vous m'avez, je le crains, vraiment abîmé et effrayé. Elle voit partout les traces du travail et des gens surexploités. Elle a écrit un essai sur le travail et l'a dédié à ses parents. Heike Geisler est la fille d'un ouvrier de la sidérurgie et d'une postière d'Allemagne de l'Est. Tous deux ont travaillé dur et ont perdu leur emploi après la réunification. Et comme beaucoup d'autres aussi, ils souffraient de maladies chroniques avant même l'âge de la retraite. Ils ont vraiment travaillé dur et ça les a détruits. Et dans ce monde, ce n'est pas juste. En fait, ils ont travaillé comme Cosette, mais ne sont jamais devenus Cendrillon. J'exagère un peu, mais c'est ça. Ma petite maman, si énergique, pleine de force et d'humour. Et puis quelque temps après la réunification, l'épuisement. Je passais mon temps à l'attendre et je ne sais pas comment dire ça sans que ça sonne comme un reproche. Petite, elle attendait avec impatience sa travailleuse de mer. Aujourd'hui, quand elle regarde par la fenêtre, elle voit les traces du travail. Tout comme sur les fenêtres elles-mêmes que des artisans sont venus installer il y a peu de temps seulement. Et Heike Geisler se sent drôle avec son travail d'écriture. Je vois mes leggings raconter à mon pull le temps où les conditions de travail étaient officiellement mauvaises. Il me parle aussi des conditions de travail au Bangladesh, où elles sont censées officiellement être meilleures aujourd'hui.
Ce sont des produits fatigués. Ils en ont tellement vu. Heike Geisler a grandi dans une autre société de la performance, la RDA. Jeune pionnière, elle a été très tôt initiée au monde du travail. Dabei ist unsere wichtigste Aufgabe das Lernen. Alle wollen fleißig und tüchtig arbeiten, das Ziel der 2. Klasse mit guten, sehr guten Noten zu erreichen. Wir denken, dass sie uns dabei auch etwas unterstützen werden. Dans ce qu'on appelait l'État prolétarien, les enfants devaient allégeance à la performance. Aussi loin qu'elles s'en souviennent, Heike Geisler a cherché des moyens d'échapper au sort de ses parents. J'étais souvent malade. La maladie est parfois une porte d'entrée vers la paresse ou peut-être même une façon de justifier la paresse. Je ne sais pas. Donc je restais beaucoup couchée. L'ennui, je connaissais très bien aussi, mais je lisais beaucoup. J'étais une vraie pantouflarde. Je crois que j'étais paresseuse et je n'avais pas beaucoup de ménage à faire. Aujourd'hui encore, on voit que je n'ai jamais vraiment appris. Heike Geisler a décrit encore et toujours sa souffrance dans une société orientée vers la performance. Actuellement, elle s'inspire de lettres d'amour du passé. Le monde du travail est un briseur de cœur. C'est la position des amoureux déçus. C'est bien ça. Beaucoup de gens, y compris mes enfants, qui se lancent dans la vie, sont tout excités en pensant à leur avenir ou à leur boulot. Et ensuite, quand ils arrivent quelque part, on les brise. Je n'ai pas envie de parler objectivement du ou avec le monde du travail. J'ai juste envie de brailler et de dire « Non, t'es sérieux? S'il te plaît, pas ça. Comment est-ce que tu nous traites ?» Beaucoup de choses dans la vie, et particulièrement dans le monde du travail, sont dominées par la pression et la peur. Toute ma vie scolaire a été pleine de pression, et tout ce qui a suivi aussi a été marqué par la pression et la peur. J'ai donné à des gens un pouvoir qui ne leur revenait pas pour décider du sort de ma vie professionnelle, ce que personne n'a vraiment le droit de faire. Mais j'avais tellement peur d'échouer complètement. Je te reconnais, moderne monde du travail. Tu ne m'as jamais rappelé quoi que ce soit d'autre que toi-même. Tu n'as rien de neuf à raconter. Tu ne me rappelles que toi-même et la façon dont tu lis à toi ma vie et celle des autres. Le monde du travail change très vite. Pourtant, il reste toujours le même. Les vieux griefs sont toujours valables ou plus valables que jamais. On parle de New Work, mais c'est comme mettre du vieux vin dans des outres neuves. Les gens travaillent quand même beaucoup et ils parlent probablement encore plus de leur travail et y pensent encore plus, justement parce que maintenant, il faut que ce soit du nouveau travail. Il y a quelque temps, j'ai lu un dictionnaire du New Work et pour être honnête, ça m'a donné une terrible envie de vomir. Si l'écriture est comme un cirque de puces, Heike Geisler se voit en meneuse de revue. Selon elle, pour guérir un monde malade du travail, il faudrait peut-être reprendre tout depuis le début. Je veux respirer, sortir de tout ce qui ressemble à de l'étroitesse émotionnelle, idéologique, politique, bureaucratique ou financière. Je veux vivre de façon critique, aimante, ouverte au monde. Aimer, c'est naturel. Ça pourrait être ça, l'idée pour le nouveau travail. Voilà, aimer.